Bonjour à tous. On va tester cette nouvelle méthode de faire recours. Je ne sais pas si ça sera efficace, faudra tester et éventuellement améliorer la méthode au fur et à mesure des remarques et l'histoire. Donc, va y avoir plusieurs parties. Donc, va y avoir une partie où on va faire le cours. Donc, je vais reprendre point par point. Donc, vous avez le texte sous les yeux normalement chez vous. Et donc, je vais reprendre le point tranquillement. Et ensuite, on fera des exercices et des applications où là, j'écrirai directement avec les exemples. Donc, on a vu le début sur le vocabulaire, sur les pH, et donc maintenant, on va voir les applications pour faire des exercices. Donc, petit 4, la méthode de la réaction prépondérante. La réaction prépondérante, c'est exactement le même principe qu'en oxydoréduction. On va chercher quelle est la réaction dont la constante de réaction, le KR, est le plus grand. Et on va dire que c'est cette réaction-là qui va se produire majoritairement dans le système, indépendamment de toutes les autres réactions qui pourraient se passer. Donc, on va chercher par des calculs simples la composition du système à l'état final. Et donc l'état final, je rappelle, c'est ce qu'on appelle l'équilibre, c'est-à-dire c'est le moment où le système n'évolue plus. Un système n'évolue plus pour deux raisons, soit il a atteint l'équilibre, c'est-à-dire la constante de réaction est vérifiée, soit on a attendu suffisamment longtemps, la réaction était quasi totale, et donc le limitant est quasiment épuisé. Mais à l'arrivée, ça revient au même, une réaction à l'équilibre ou un état final, c'est un système qui n'évolue plus. Et donc, la réaction prépondérante en acide-base, c'est la réaction qui fait intervenir l'acide le plus fort avec la base la plus forte. C'est exactement la même analogie qu'avec l'oxydoréduction, où on fait réagir l'oxydant le plus fort présent avec le réducteur le plus fort présent. Attention, n'oubliez pas la notion de réactif présent. La première condition pour qu'une réaction puisse se faire, bien sûr, c'est que les réactifs soient présents. Donc, quand on parlera d'acide le plus fort et de base la plus forte, c'est pas d'un point de vue absolu et général, c'est l'acide le plus fort présent dans le système et la base la plus forte présente dans le système. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer ce qu'on appelle le système. Le système, c'est le bécher sans la burette. Alors, si on fait des mélanges simples, c'est-à-dire on mélange 20 ml d'une solution avec 40 ml d'une autre, le système, c'est le bécher avec un volume total qui correspond à la somme de tous les volumes. Quand on fait un dosage, c'est un peu le même principe, sauf que le volume qu'on va rajouter par la burette est un volume qui peut évoluer et qui est variable, mais le système, ça reste le bécher avec un volume total qui correspond au volume initial du bécher, plus le volume de réactif qu'on a rajouté par la burette. Donc le système, c'est le bécher, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas la burette, ce n'est pas le flacon qui est posé un peu plus loin sur la paillasse, etc. Donc quand on va chercher la concentration, on va trouver la concentration dans le système et éventuellement on va se servir de cette concentration pour retrouver la concentration dans un flacon. L'état initial, donc c'est un état hypothétique dans lequel les réactifs ont été mélangés, mais la réaction n'a pas encore commencé. Une autre façon de définir cet état initial, c'est ce qu'on appelle, on définit les concentrations apportées à l'état initial, c'est-à-dire on va calculer soit les concentrations initiales, soit les nombres de moles à l'état initial, qu'on divisera par le volume du système à un instant quelconque. C'est-à-dire on a mélangé les deux volumes VA et VB de solution. Le système a un volume total VA plus VB, mais par contre on suppose que les réactifs qui ont été apportés par la solution A et par la solution B n'ont pas encore commencé à réagir. Et ensuite l'état final, donc c'est l'état d'équilibre. Alors la première étape, c'est de faire l'inventaire de tous les acides et les bases dans le système en quantité non négligeable. Quantité non négligeable, ça veut dire que c'est une espèce que vous avez apportée à l'état initial. Si vous n'avez pas apporté cette espèce à l'état initial, ça veut dire que vous ne la comptez pas, elle n'y est pas. Même si votre système à l'état initial a un certain pH et donc une certaine quantité d'ions H3O+, si ce n'est pas vous qui avez apporté des ions H3O+, vous ne les comptez pas. Attention, ne pas oublier H2O, qui est toujours présent dans le système.
dans 100% des exercices, puisqu'on travaille systématiquement en solution aqueuse, et H2O qui fait partie à la fois des acides et des bases. Donc il faudra l'entourer de manière systématique. Ensuite, on place ces espèces sur un axe vertical qui est gradué en pKa. Les bases à gauche, les acides à droite. Exactement de la même manière qu'en oxydoréduction, où on avait un axe vertical qui était gradué en potentiel standard, les oxydants à gauche, les réducteurs à droite. Donc ici, même chose, un axe vertical, ici, les bases à gauche, les acides à droite, et ensuite on va entourer les espèces qui sont présentes à l'état initial. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Il faut identifier la réaction prépondérante entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. La force des bases augmente quand on monte, la force des acides augmente quand on descend. Donc en gros, c'est la base la plus haute avec l'acide le plus bas. On va avoir une sorte de gamma, exactement comme en oxydoréduction. Une fois qu'on a identifié la réaction prépondérante, on calcule son Kr. Pour calculer son Kr, on a déjà vu comment on fait. Donc on écrit la réaction. On exprime son Kr, le produit des activités des produits sur le produit des activités des réactifs. Une fois qu'on a fait ça, on calcule la valeur numérique de ce Kr. Deux possibilités, soit le Kr correspond à une constante déjà connue, un Ka, 1 sur Ka, le produit ionique de l'eau, Ke, ou 1 sur Ke, donc 1 sur le produit ionique de l'eau, ou éventuellement, on multiplie en haut et en bas par quelque chose de judicieux pour faire apparaître des constantes connues. Donc quand on est dans le chapitre acide-base, dans 99% des cas, si on doit multiplier en haut et en bas par quelque chose, ça sera par H+. Quand on fera des réactions sur les complexations, quand on fera des réactions sur les précipitations, éventuellement, il y aura autre chose que H+, mais ici en acide-base, de manière générale, ça sera presque systématiquement H+. Et donc l'objectif, c'est de faire apparaître des constantes connues pour pouvoir faire une application numérique pour trouver la valeur de Kr. Une fois qu'on a trouvé la valeur de Kr, on connaît le comportement de la réaction. Soit elle est quasi totale si Kr est plus grand que 10 puissance 3, et à ce moment-là, la réaction s'arrête quand le limitant est épuisé. Et donc il faut chercher éventuellement, s'il y a une inconnue à trouver, c'est la valeur de epsilon, le réactif limitant qui a été épuisé. Soit le Kr est plus petit que 10-3, et à ce moment-là, la réaction est quasi nulle. Si la réaction est quasi nulle, ça veut dire que la concentration des réactifs à l'état final est quasiment identique que la concentration initiale. Et par contre, les inconnus, c'est la concentration des produits qui vaut epsilon, ou du moins quelque chose qui est très petit. Et ensuite, il faut utiliser Kr pour pouvoir calculer ce epsilon. Dernier cas le plus compliqué, si Kr est compris entre 10-3 et 10+3, ça veut dire que la réaction est équilibrée, donc elle n'est ni quasi totale ni quasi nulle, et donc on est obligé, pour trouver l'état final du système, de résoudre une équation sans faire d'approximation. En général, en acide-base, ça se limite à résoudre une équation de degré 2, donc c'est quelque chose qu'on peut faire même si on n'a pas d'ordinateur à disposition, mais c'est quelque chose que c'est le cas le plus compliqué. Sinon, si la réaction est quasi totale ou quasi nulle, on peut faire des approximations, et c'est même recommandé de faire des approximations. L'intérêt, c'est de pouvoir faire la quasi-totalité des calculs de tête. Une fois qu'on a trouvé le comportement du Kr, on trouve l'état final de la réaction en faisant les approximations nécessaires. C'est ce que je viens de raconter. Une fois qu'on a fait ça, la dernière question, ou la dernière partie, pardon, c'est de trouver le pH. Pour trouver le pH, on a trois options possibles. Ce sont les trois cas sur lesquels on va arriver. Si on connaît la concentration de H+, à l'état final, parce que H+, fait partie des réactifs ou des produits, et on a calculé la concentration de H+, à l'état final, et on la connaît, il suffit de dire que le pH, c'est moins log de petit h, ou moins log de H+. On a trouvé le pH. Autre option, si on connaît OH-, parce que OH- fait partie des réactifs ou des produits et qu'on le connaît à l'état final, on peut dire que si on connaît OH-,
ça veut dire que forcément on connaît H+, puisque par le produit ionique de l'eau, le produit H+, fois OH-, c'est une constante qui vaut Ke, qui est une constante supposée connue. Et donc on peut retrouver la formule dont on a parlé un peu plus tôt dans le cours, que pH c'est égal à 14 moins pOH, c'est-à-dire 14 plus log de OH-. Ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, on ne connaît ni H+, ni OH-, mais par contre, on connaît la concentration d'un acide et de sa base conjuguée. Par exemple, on connaît la concentration de CH3COH et de CH3CO- ou de NH4+, NH3. Si on connaît la concentration d'un acide et de sa base conjuguée, on va utiliser le Ka. Si on utilise le Ka, en passant en log, on va retomber sur la formule qu'on a démontrée en cours, pH égale pKa plus log de base sur acide. Si on connaît la base et l'acide à l'état final, et j'insiste bien, vous ne pouvez appliquer ces formules que sur les concentrations à l'état final. N'appliquez jamais ça à l'état initial, sauf dans le cas éventuellement où vous avez une réaction qui est quasi nulle, où l'état final est le même que l'état initial. Donc vous appliquez ça à l'état final, si vous connaissez l'acide et la base, pH égale pKa plus log de base sur acide. Voilà. On va faire quelques applications. Alors, premier cas, calculer le pH d'une solution d'acide acétique, CH3COH, à 10-2 mol par litre. On sait que le pKa de CH3COH, CH3COO-, ça vaut 4,8. Et on va faire l'application. Donc, on a le pKa de CH3COH, CH3COO-, qui vaut 4,8. On a un système dans lequel on a de l'acide acétique, CH3COH, la concentration 10-2 mol par litre. Donc on va faire, ça c'est notre système, et donc on va appliquer ce qu'on a vu le coup d'avant. Donc on va faire l'inventaire de toutes les espèces et les bases, et on va les placer sur un axe. Notre axe, ça sera toujours le même. Donc le diagramme est gradué en pKa. Les bases à gauche, les acides à droite. Sur ce diagramme, de manière systématique, vous aurez les deux couples à 14 et à 0 qui correspondent aux deux couples de l'eau. À 0, pKa à 0, on a le couple H3O+, pour l'acide, H2O pour la base. À 14, on a la base OH- et l'acide H2O. Ici, on nous parle d'un couple avec l'acide acétique. Donc le couple avec l'acide acétique, ben, l'acide acétique fait partie de ce couple-là. Donc on va placer à 4,8 notre couple, CH3COH, donc c'est l'acide à droite, et la base, CH3CO- à gauche. Donc là, on a placé tous les couples acide-base qu'on peut potentiellement rencontrer dans cet exercice. Ensuite, on va se caler sur la question en elle-même. On a une solution d'acide acétique à 10-2 mol par litre. Les espèces qui sont présentes, c'est l'eau. L'eau est présente dans 100% des exercices. Il faut systématiquement la mettre, même si ce n'est pas l'acide le plus fort. Ensuite, on a de l'acide acétique, CH3COH, qui est présent à l'état initial, à la concentration 10-2 mol par litre. Une fois qu'on a ça, on identifie la réaction prépondérante. La réaction prépondérante, c'est la réaction qui fait intervenir l'acide le plus fort, c'est-à-dire l'acide qui est le plus bas dans le classement des acides, avec la base la plus forte. La base la plus forte, c'est la base qui est la plus haute dans le classement des bases. Donc ici, l'acide le plus fort, c'est CH3COH, qui va réagir avec la base la plus forte. Ici, on n'a pas le choix, c'est H2O.
Une fois qu'on a ça, on va obtenir l'acide et la base associée. Donc CH3COH va donner CH3CO-, H2O va donner H3O+. Cette réaction a une constante d'équilibre qu'on note Kr. Dans le cas général, c'est la notation générique qu'on va utiliser. On va laisser ici état initial, état final, deux lignes sous notre équation. Une fois qu'on a ça, il faut trouver le comportement de notre réaction. Pour trouver le comportement de la réaction, il faut trouver la valeur de Kr. Donc là, par définition, le Kr, c'est le produit des activités des produits sur le produit des activités des réactifs. Donc ça nous fait CH3CO- en concentration, fois la concentration d'H3O+, divisé par la concentration de CH3COH, fois 1 pour l'activité de l'eau. L'eau, c'est le solvant. Il est là, il est présent, mais son activité, c'est égal à 1. Une fois qu'on a trouvé l'expression de Kr, il faut trouver la valeur de Kr. Pour trouver la valeur de Kr, il faut se rapporter à des constantes connues. Les constantes connues, c'est Ka et Ke. Vous connaissez n'importe quelle constante d'acidité et vous connaissez le Ke. Cette expression-là, on reconnaît que ça fait directement le Ka. Si ça fait le Ka, comme on sait que le pKa est égal à 4,8, ça veut dire que le Ka vaut 10 puissance moins 4,8. La conclusion, c'est que la réaction est une réaction qui est quasi nulle, puisque le Kr est plus petit que 10-3. Une fois qu'on a cette information, on peut retourner sur le tableau d'avancement. À l'état initial, l'acide acétique, 10-2 mol par litre. L'eau en excès, c'est le solvant. CH3CO- à l'état initial, il y en a 0, puisque la réaction n'a pas démarré. H3O+, il y en a à peu près 0. Le à peu près 0 n'est pas exactement 0, c'est simplement parce que comme on est dans l'eau, il y a déjà un tout petit peu d'ion H3O+, présent, puisque le pH de l'eau est égal à 7, donc la concentration de H3O+, vaut 10-7 mol par litre. C'est pas exactement 0, mais ça vaut presque 0 comparé aux autres concentrations habituelles. Ça, c'est l'état initial. Maintenant, l'état final. On a dit que la réaction était quasi nulle. Ça veut dire que si la réaction est quasi nulle, ça veut dire que l'avancement de la réaction, ou l'avancement volumique, vaut presque 0. S'il vaut presque 0, on avait 10-2 à l'état initial de CH3COH. À la fin, il reste à peu près 10-2, toujours. L'eau est en excès. CH3CO- et H3O+, comme la réaction est limitée, ça veut dire qu'on va en fabriquer une toute petite quantité qui ne vaut pas 0, mais qu'on va noter epsilon. Comme on les obtient en quantité identique tous les deux, on va obtenir epsilon et epsilon. Pour trouver maintenant l'état final de la réaction, ça revient à résoudre un système dans lequel il faut trouver l'inconnu epsilon. Pour trouver l'inconnu epsilon, on va se servir de Kr. Et on va dire qu'à l'équilibre, tous les Kr doivent tous être vérifiés à la fois. Quand je dis tous les Kr, c'est le Kr de cette réaction, c'est toutes les constantes d'acidité qu'on pourrait rencontrer, c'est le produit ionique de l'eau, etc. Et donc, on va se servir de Kr. On va dire que CH3CO- fois H3+ sur CH3COH, on va remplacer. Donc ça va me faire epsilon carré sur 10-2 est égal à 10 puissance moins 4,8. À partir de ça, on peut en déduire que epsilon carré est égal à 10 moins 4,8 fois 10-2, c'est-à-dire 10 puissance moins 6,8. Et donc on en déduit que epsilon est égal à racine carrée de 10 puissance moins 6,8. Racine carrée, ça revient à prendre l'exposant 1/2, et donc il va me rester 10 puissance moins 3,4. On a trouvé l'état final.
On n'a pas encore répondu à la question, puisque la question c'est de trouver le pH final. Mais on a avancé. Une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on connaît l'état final du système. Le epsilon correspond, coup de bol, à la concentration de H3O+. Ça veut dire qu'à l'état final, on connaît la concentration de H3O+. pH est égal à moins log de H3O+, c'est-à-dire moins log de 10 puissance moins 3,4. Et donc, à l'arrivée, ça fait 3,4. On a répondu à la question. Autre possibilité pour répondre. À l'état final, on connaît à la fois la concentration de CH3CO- et la concentration de CH3COH. Ça veut dire que si on connaît à la fois la concentration d'un acide et de sa base conjuguée, on peut appliquer la formule qu'on a vue tout à l'heure, pH égale pKa plus log de base sur acide. La base, c'est CH3CO-, l'acide, CH3COH. Et donc, ça nous fait 4,8, plus log, la base, CH3CO-, ça me fait epsilon, c'est-à-dire 10 puissance moins 3,4. Divisé par l'acide. L'acide, c'est 10-2, il est là. 10 puissance moins 3,4 sur 10-2, ça fait 10 puissance moins 1,4. Log de 10 puissance moins 1,4, ça fait moins 1,4. 4,8 moins 1,4, ça nous fait 3,4. Ça veut dire qu'il n'y a pas de façon unique de répondre à la question. Il y a plusieurs possibilités qui sont toutes justes et qui permettent d'arriver au même résultat. Petite pause, je change de feuille.